Bonjour à toutes et tous et bienvenue à votre dîner VIP en partenariat avec SAP sur un thème, l'enfer numérique, voyage au bout d'un like. On va revenir ensemble sur ce livre que je vous montre là à l'écran avec Guillaume Pitron, journaliste et auteur qu'on a déjà reçu au sein d'Agora Manager. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Et quelqu'un qu'on a aussi déjà reçu au sein de l'Agora des DSI notamment, Lassène Binoumar. Bonjour Lassène. Bonjour. Alors vous êtes Head of New Customers and Middle Market chez SAP France, on peut le dire en français plus simplement ? C'est le patron des PME, des ETI Voilà. et de ceux qui ne sont pas clients. Exactement. Voilà. Donc merci beaucoup d'être avec nous, Lassène, pour cette table ronde. Ça va être intéressant de pouvoir échanger ensemble entre vous, Guillaume, qui êtes, j'allais dire, expert sur les métaux rares, puisque vous êtes aussi pour des précédents ouvrages allés notamment en Chine. On en parlait juste avant de démarrer cette table ronde. Et puis, côté SAP, où fatalement vous proposez aujourd'hui des solutions autour du cloud. Votre métier s'est transformé. On va voir que finalement, la transformation à la fois du papier au cloud et en passant par les métaux, et non pas les métros, ça c'est un petit peu différent, eh bien, on voit qu'il y a pas mal de similitudes. Alors, je voudrais juste peut-être pour poser un petit peu le débat, citer, vous le savez Guillaume, j'aime bien citer ce passage parce que je trouve qu'il résume très bien le propos sur le voyage d'un like. Donc vous dites dans les premières pages, vous en mourriez d'envie, vous l'avez fait pour entreprendre votre charmante collègue de travail, vous avez liké une photo de son profil Facebook. Or, pour parvenir jusqu'au portable de l'être aimé, le like a voyagé à travers les 7 couches de fonctionnement d'Internet. La 7e couche correspond à votre terminal, puis votre notification amoureuse s'est enfoncée dans les strates intermédiaires du net, jusqu'à atteindre la première couche physique d'Internet, composée notamment de câbles sous-marins. Entre les deux, la notification a emprunté l'antenne 4G d'un opérateur mobile ou une box Internet glissée le long des parties communes de l'immeuble pour atteindre des tuyaux de cuivre enfouis 80 cm sous les trottoirs. Puis elle a parcouru les câbles qui filent le long des grandes voies de communication, autoroutes, fleuves, chemins, voies ferrées pour rejoindre d'autres likes dans les locaux techniques de l'opérateur. Il lui a ensuite fallu traverser les mers et transiter par un centre de données. Des tréfonds du net, le like a pris le chemin inverse jusqu'à la 7e couche, le téléphone du sujet de votre désir. Il y a donc bien une géographie, la géographie d'un like. Voilà. Ça permet de poser un petit peu le débat et de pouvoir rentrer en profondeur sur ce sujet de l'enfer numérique. D'abord, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu peut-être votre parcours ? On l'a dit, vous avez écrit des ouvrages précédemment sur le thème davantage des métaux rares. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir aller voir finalement l'invisible ? Parce que l'invisible n'est pas invisible, l'invisible est très visible et l'immatériel est très matériel. J'avais écrit un premier livre, La guerre des métaux rares, sur les matières premières de la transition énergétique, puisque les technologies vertes requièrent du cuivre, du lithium, du nickel, des terres rares. Et je concluais ce précédent livre par ce constat que notre monde bas carbone est un monde aux métaux. C'est-à-dire que pour émettre moins de carbone, il va falloir produire plus de métaux pour pouvoir les mettre dans les technologies vertes. Donc ce que l'on gagne d'un côté, évidemment, on le perd un peu de l'autre. Et le discours est à la dématérialisation, est à la réalité virtuelle, est au cloud. Et je sentais comme un paradoxe entre la réalité matérielle de notre monde actuel et futur, et en même temps le fait que l'on parle de tous ces mots de dématérialisation. Donc, j'ai proposé à mon éditeur une enquête, pas bien nommée, j'aime pas trop le titre L'enfer numérique, mais j'aime bien le titre Voyage au bout d'un like, puisqu'en fait j'ai enquêté sur la route d'un like. Et donc j'ai remonté la route de la donnée, qui est en fait une route très concrète. Ce n'est pas du tout immatériel, une donnée c'est très matériel, pour pouvoir raconter toute l'infrastructure derrière nos vies connectées. Mais donc la vraie distance entre moi et Lassène, si je lui envoie un like, c'est pas 2 mètres, c'est 10 000, 15 000 kilomètres, c'est le voyage de la donnée pour en fait arriver au téléphone de cette personne avec laquelle je communique, et pour raconter finalement tous les défis matériels, énergétiques, environnementaux, sociaux, humains, de l'infrastructure, sans laquelle je ne peux pas être en ligne. Alors on va pouvoir justement aller dans ces différentes couches. Lassène, on connaît tous la marque SAP fatalement, mais peut-être que c'est intéressant que vous puissiez nous rappeler ce qu'est SAP aujourd'hui, et puis également votre présence en France, et puis fatalement revenir sur toute cette transformation qu'évoque Guillaume à l'instant. Oui, des sujets très proches que ceux qu'évoque effectivement Guillaume. Bon, SAP, c'est le leader effectivement des ERP dans le monde, donc des systèmes d'application pour les entreprises. Donc on sait gérer les process qui vont du procurement jusqu'au delivery. C'est une entreprise européenne, d'origine allemande, et on le sait beaucoup moins, c'est la première entreprise technologique européenne. Donc on
On est très fiers effectivement de ce label européen et de savoir qu'on est la première entreprise. La deuxième, elle est française, hein, c'est Dassault Systèmes. Mais SAP est reconnu effectivement sur ce marché puisque on couvre 95% du Global 2000, c'est-à-dire que quand vous prenez les 2000 plus grandes entreprises dans le monde, 95% utilisent SAP. On gère 80% à peu près des transactions dans le monde, que ce soit le transport, la production, la vente. Et c'est effectivement ce que représente SAP. Donc on couvre effectivement les processus des entreprises. Ce qu'on essaie de faire, c'est simplifier effectivement à travers nos systèmes l'usage dans une complexité qui est très forte. Et je fais effectivement le parallèle avec ce qu'évoque Guillaume, parce qu'on était une entreprise qui était très on-premise, c'est-à-dire qu'on vendait de la propriété intellectuelle, on vendait un produit, et le client installait le produit chez lui avec ses propres serveurs, et donc la donnée, elle était enfermée dans les serveurs de l'entreprise. La vérité, la data était bien à cet endroit-là. Et on a basculé d'un modèle finalement où la donnée est dans l'entreprise, à ce que effectivement, cette donnée nécessite d'interagir avec le monde, si je puis dire, et donc l'obligation d'avoir des systèmes qui étaient beaucoup plus ouverts et de pouvoir aller chercher peut-être la vérité ailleurs ou d'aller chercher des paramètres avec le monde pour que derrière on puisse effectivement mieux forecaster, avoir une meilleure visibilité sur son activité, sur ses concurrents, sur le marché, etc., etc. Et ça nous a obligés quelque part à nous transformer parce qu'on est passé d'une entreprise qui vendait de la propriété intellectuelle, de la technologie, à finalement de la vente de services dans un modèle qu'on appelle le SaaS, donc c'est Software as a Services. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on est dans un modèle où le client va ne plus avoir la responsabilité des serveurs, de l'administration de ses serveurs, de toute la partie technique. Il va acheter un service et dans ce service, finalement, nous allons prendre en charge finalement l'hébergement, toute la partie technique et administrer quelque part un petit peu ce voyage de la donnée, pas peut-être du like, quoique dans les systèmes maintenant, on peut faire du like et qui va permettre de voyager et de rentrer dans le sujet qu'on évoque aujourd'hui. Alors, on va voyager ensemble justement dans cette transformation. Guillaume, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ? Est-ce que finalement, on voit qu'effectivement, il y a toujours un prix quelque part à payer pour une transformation ? Est-ce qu'on a anticipé ces problèmes que vous pointez du doigt à la fois dans votre livre sur la guerre des métaux, mais aussi dans le voyage au bout d'un like ? Alors, donc c'est vrai qu'on parle de software et la valeur ajoutée est dans le software. Et on a bien vu d'ailleurs, c'est la décennie, je parle sous le contrôle de la scène, mais la valeur ajoutée basculait du hardware vers le software et vers la donnée du software. Et d'ailleurs, c'est là-dessus, c'est très certainement que votre société a créé son succès. Les grandes entreprises du numérique, à l'époque, il y a 10-20 ans, c'était IBM, c'était des fabricants de matériel. Aujourd'hui, ils ne valent plus rien. Mais donc en fait, on a, à force de s'intéresser, et à raison d'ailleurs pour des raisons économiques, à la valeur ajoutée de l'immatériel, on a oublié qu'en fait, il y avait un sous-jacent matériel à cela. Et on ne l'a pas bien perçu, on l'a oublié, parce que donc en fait, on a oublié que le sous-jacent est un hardware. Le hardware, ça commence dans une mine, et puis il faut de l'électricité pour les mines, et puis il faut des réseaux logistiques pour transporter la matière d'un point à l'autre du globe, pour pouvoir être intégré dans un composant qui lui-même nécessite d'autres réseaux logistiques et des réseaux d'information pour pouvoir terminer sur une chaîne d'assemblage, pour pouvoir fabriquer une puce, pour pouvoir fabriquer un téléphone portable, etc. etc. Et donc c'est toute cette dimension, en fait, ce sous-jacent physique que l'on a oublié de regarder, parce qu'en fait, il a été délocalisé ces dernières décennies vers d'autres pays qui étaient généralement des pays du Sud, alors que nous sommes des pays du Nord, et à qui on a en fait déféré tous les emplois à basse valeur ajoutée qui vont de la mine jusqu'à la fabrication du hardware, et puis nous on s'est concentré sur la très haute valeur ajoutée. Cependant, ce faisant ça, en fait, on a complètement perdu de vue ce sous-jacent matériel, la réalité, au point qu'on ne sait plus vraiment de quoi nos téléphones sont faits, on ne sait plus vraiment tout ce qu'il y a derrière un hardware, on n'a pas très bien connaissance de tous les enjeux écologiques que cela peut représenter, toutes les limites que ça peut représenter sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a comme un paradoxe entre l'espèce de... les demi-dieux qu'Internet fait de nous au quotidien. Aujourd'hui, je commande des armées de gens du bout de mon téléphone. Je commande un livreur de pizza, je commande un taxi, je peux rencontrer l'âme sœur. Je suis en interaction et je peux même les commander si j'ai du temps à passer en ligne à ces gens-là. Mais j'en oublie qu'en fait, il y a un autre niveau de
relation sociale et d'interaction sociale et hiérarchique entre moi et le mineur au bout de la ligne. Et toutes ces personnes qui sont des personnes qui travaillent dans l'infrastructure. Et donc c'est aussi ce niveau hiérarchique-là où se nouent d'autres relations sociales, évidemment, humaines, plus complexes, qu'il faut analyser quand on regarde ce qui se passe dans une mine, jusque dans la façon dont fonctionne un data center. Ouais. Parce que gérer un data center, c'est aussi une aventure humaine. Bien sûr. Lassène, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être ce que représente en moyenne l'IT dans l'empreinte carbone des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, et quelle que soit leur localisation dans le monde, et puis l'empreinte du cloud aussi, parce qu'effectivement aujourd'hui l'IT c'est en grande partie le cloud. Alors beaucoup et de plus en plus pour ce qu'on vient d'évoquer. Je pense que la problématique principale et essentielle, c'est de dire on a un coût aujourd'hui qui est déporté sur les hyperscalers du marché, sur les éditeurs de logiciels, et qui du coup, finalement, doit prendre en charge ce fameux coût carbone et ce poids, effectivement, de carbone. C'est devenu, alors la première chose à dire, c'est que c'est devenu un critère essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus un appel d'offres d'une entreprise qui ne vous demande pas dans cet appel d'offres, ou qui n'a pas un paragraphe dans cet appel d'offres qui vous demande finalement quelle est la politique RSE de l'entreprise, quels sont ses résultats, quels sont ses objectifs. Aujourd'hui, c'est un critère de sélection et c'est une obligation. Ensuite, on se rend compte que, notamment par rapport à la CRD qui arrive, par rapport à tous ces enjeux-là, le fait de disposer finalement d'outils qui permettent d'évaluer le coût carbone finalement de son IT est considéré et est un sujet essentiel. Donc, on parle aujourd'hui de données chaudes, de données froides, de données tièdes. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de regarder comment on va optimiser la gestion de ces données pour que finalement, elles pèsent moins dans l'entreprise. Finalement, quelque chose qui est une obligation d'archivage, on va aller la stocker différemment parce que finalement, on n'a pas besoin d'avoir cette donnée constamment tous les jours, contrairement à une donnée chaude qui est une donnée essentielle qui va vous permettre finalement de vous aider dans votre activité. Cette segmentation, cette recherche d'optimisation, elle est essentielle pour cette raison, effectivement, de communication sur le coût carbone, mais aussi tout simplement de vrais coûts. Parce que le coût de l'énergie, le coût des matières premières explose, et que finalement, on a besoin de maîtriser les coûts, donc on a besoin de maîtriser toutes ces données et le poids de ces données, et de chercher de l'optimisation. Est-ce que ça a transformé aussi peut-être votre modèle et votre modèle économique, cette donnée qui hier était chez vos clients, et nous tous, en tant qu'utilisateurs, on installait notre logiciel, notre donnée avec le CD-ROM qu'on achetait, à cette donnée qui est maintenant chez vous? Complètement. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on était dans une logique on-premise où on vendait de l'IP. Le fait de vous vendre de l'IP, je vous vends un produit, le produit fonctionne, vous l'utilisez, on va le mettre à jour, et c'est ce que j'aime bien cet exemple-là, parce que quand j'étais jeune, j'avais acheté Windows 98, mais je crois que j'ai dû le garder jusqu'en 2004-2005, et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, on est dans de la vente de services. Le fait de vendre du service fait que, d'un point de vue de gestion de cash et de trésorerie, c'est plus le CD-ROM qu'on achète. Donc on n'a plus cette problématique CAPEX. J'aime bien la comparaison avec le leasing. Vous achetez une voiture, ou vous prenez un leasing, où finalement, sur du long terme, ça peut être plus rentable, mais vous avez un cash management, une gestion de la trésorerie, qui va être relativement compliquée à gérer, puisque finalement, vous n'avez plus le fruit de la vente de votre produit que vous avez déjà produit. La voiture, elle est là. Vous l'avez en leasing, vous payez tous les mois, mais la voiture, le coût de production, il est là. C'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'en fait, notre modèle a complètement changé, parce que comme on est parti d'une vente d'IP à une vente de services, ça nous a obligés à changer complètement notre organisation. Et surtout à investir sur quelque chose qui était très peu remis en cause, l'usage. C'est-à-dire que dans le modèle précédent des éditeurs de logiciels, je ne parle pas que de SAP, le produit fonctionne en laboratoire, on l'a testé, on a des clients pilotes, vous le prenez, puis si ça ne marche pas, parce que vous l'avez mal mis en place, vous avez mal été conseillé dans l'intégration, etc. Mais le produit, il fonctionne, il est ce qu'il est. Dans le modèle cloud, vous êtes dans un modèle dans lequel vous achetez un service, la rentabilité ou la profitabilité des entreprises est dans le long terme et dans le fait que vous puissiez bien utiliser l'outil, que vous vous en soyez satisfait et que vous prolongiez cette souscription le plus longtemps possible. C'est votre abonnement à Canal+ ou à Netflix. Et donc, ça change complètement le modèle parce que les investissements qui sont faits dans l'entreprise nécessitent finalement de mettre une organisation en place qui va s'assurer de l'usage des produits. Guillaume, est-ce que vous pensez qu'avec le cloud, avec cette transformation qu'on est en train d'évoquer avec Lassène, comme la transformation des SAP, finalement on a déplacé le problème? C'est-à-dire que le client qui hier avait ses serveurs dans la cave
avait son empreinte carbone chez lui, et aujourd'hui il dit bah non, moi je la mets chez la Seine, côté SAP, comme ça c'est plus mon souci. Et je sais qu'on avait évoqué aussi ce sujet sur les métaux. Alors, je pense que oui, en partie, et puis la scène lui-même va avoir recours à d'autres fournisseurs de cloud. Comme on sait que tout va vers le cloud, en fait, finalement, tout converge à un moment vers les grandes entreprises du cloud. Amazon Web Services, Microsoft Azure, pour ne citer qu'elles, ou OVH, évidemment, en Europe. Mais finalement, les entreprises sont un peu rattrapées aussi par cela. C'est-à-dire que les entreprises qui sont utilisatrices de services cloud, parce qu'elles veulent savoir, et c'est ce que disait la scène. Moi, j'en vois un paquet qui disent, mais maintenant, lorsque je signe un service de cloud, je veux savoir où est la donnée. Et puis derrière, je veux aussi savoir quelle est l'empreinte carbone du stockage de cette donnée par ce fournisseur de service. Et j'exige, et d'ailleurs c'est difficile de le savoir, parce que le fournisseur de service, c'est une entreprise californienne qui pèse des milliards, et vous êtes le petit David qui vient demander une information qu'elle n'a pas forcément envie de vous fournir. Mais de plus en plus, on voit que le sujet revient dans l'escarcelle de l'entreprise qui a pourtant confié ces données, parce que ça rentre dans l'appréciation de son empreinte carbone. Et je vois ce sujet monter dans les entreprises, et c'est ce que, pour répondre à ce que disait la scène, sous 3 angles. Un, c'est parce qu'in fine, ça va affecter le prix du service. 2, ça va être aussi un enjeu de réputation, et on voit de plus en plus que ça devient un enjeu de réputation pour les entreprises, et donc un enjeu de ressources humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des entreprises qui disent « mais moi, je ne peux pas embaucher des jeunes de la génération Greta, dont les valeurs écologiques sont différentes des miennes, enfin de la génération précédente, c'est ça que je veux dire, si je n'ai pas un discours et des actions qui sont parfaitement clairs sur ces sujets-là. Et donc, je dois exiger de mon fournisseur cloud à qui je pense que j'ai déporter le problème, je lui refourguer le problème. En fait, je dois me ressaisir de ce sujet-là, je dois le réinternaliser, parce que moi, je suis comptable devant mes salariés de ces sujets-là, et si je veux avoir les meilleurs cerveaux, il faut que je sois capable d'avoir une communication claire sur ces sujets-là. Alors justement, la scène, quelles sont les solutions, si j'ose dire, parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution miracle. On pose le problème, mais comment justement on fait concrètement pour mettre en place un IT qui est responsable? Ça va impacter effectivement les clients, ça va impacter, comme le disait Guillaume à l'instant, le recrutement aussi. On sait que les attentes sont très importantes. Comment on fait aujourd'hui chez des géants comme vous pour mettre un IT responsable et répondre aux attentes de réputation, notamment de vos clients? Alors, la responsabilité, effectivement, elle est déportée chez nous et on a une part, mais on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs sujets dans la responsabilité. Il y a déjà le sujet de sécurité. Ce qu'on a dit avec effectivement le cloud souverain, avec on connaît tous les rançons qu'on voit aujourd'hui, pour ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Le nombre de hacking a explosé. Donc, la responsabilité, elle est dans le fait de finalement de donner le bon niveau de sécurité qui va permettre finalement à la donnée de ne pas être vulnérable, ou en tout cas de ne pas être hackée, de ne pas être récupérée ailleurs. Et c'est un vrai enjeu, et c'est une vraie complexité, parce qu'on sait que le fait de dupliquer la donnée, de la partitionner, en termes de consommation, ça va être beaucoup plus important. Donc, il y a un vrai sujet autour de la sécurité des données. Et puis après, dans les modèles, vous savez, on dit toujours, et ça a un rapport aussi avec l'IA, il faut qu'elle soit, c'est les fameux 3 R, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit reliable, il faut qu'elle soit relevant, pertinente, il faut qu'elle soit reliable, donc qu'elle soit fiable, et puis qu'elle soit responsible, et donc finalement qu'elle soit responsable, et donc qu'elle soit responsable en termes de sécurité. C'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et effectivement, ce que évoque Guillaume par rapport effectivement à ce voyage de la donnée, à cette question un peu géopolitique, de dire, je pense que il y a un train qui est en route, des besoins. On parlait juste avant de nos ados qui utilisent et qui consomment de la donnée. De toute façon, on consomme de la donnée. Donc, c'est un train qui est en marche sur lequel on ne saura pas faire marche arrière. Et l'idée, c'est comment, effectivement, ces grandes entreprises se mettent en responsabilité avec les États, avec les gouvernements, pour que finalement, on puisse mettre un cadre qui permette, effectivement, de répondre à cette problématique-là. Alors justement, là, vous évoquez, je voulais l'aborder un peu plus tard, mais vous évoquez la question de sécurité. C'est vrai que finalement, quand on préparait cette table ronde, moi-même, je me suis rendu compte, pourtant on aborde souvent ces sujets-là, mais quand on parle de sécurité, on veut dire redondance. On parlait tout à l'heure un data center qui prend feu, donc on a plutôt intérêt à avoir la donnée à 2 voire 3 endroits.
Mais en même temps, qui dit redondance dit double utilisation du cloud, donc dit double empreinte carbone. Et là, je vous pose la question à tous les deux, comment, à votre avis, on doit manager ça, puisque, si je prends l'exemple de SAP, vous avez une obligation de sécurité vis-à-vis de vos clients, et en même temps une obligation aussi de résultats sur le RSE. Guillaume, peut-être ? Oui, alors je peux répondre, commencer à répondre aussi en rebondissant sur ce que dit Lacène. Il y a aussi un sujet, c'est celui de ne pas produire un obésiciel. En fait, vous savez, nos téléphones ont toujours plus de données parce qu'il y a toujours plus d'applications qu'on remet à jour en permanence. Puis à la fin, on se retrouve avec une application ou un software qui est extrêmement lourd et qui en fait ralentit en fait l'utilisation de votre hardware que vous avez acheté il y a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui en théorie fonctionne parfaitement, sauf qu'en fait il est tellement débordé d'obésiciel que finalement vous êtes obligé de le changer, non pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce qu'il faut prendre la version du dessus qui est plus puissante pour pouvoir en fait être capable de processer, pardonnez-moi l'anglicisme, l'ensemble des informations de ces logiciels qui sont toujours plus gros. Pour ce qui est de la sécurité de l'information, c'est tout le paradoxe de la situation, et c'est extrêmement difficile de trouver une issue à ce paradoxe, parce que nous voulons être en permanence en ligne, et un consommateur d'un logiciel comme celui que vous vendez veut pouvoir se connecter sur son téléphone à 2h du matin si ça lui chante. Mais si jamais on lui dit désolé, mais en fait là on est en maintenance, ou je suis désolé, tout le monde est parti, revenez demain à 8h du matin, en fait c'est pas possible. Donc en fait on est obligé de garantir ce qu'on appelle la continuité de service. C'est très beau le mot, continuité de service. Mais derrière la continuité de service, c'est l'enfer. Parce que vous avez ce que vous avez dit, c'est-à-dire en fait des redondances, des redondements de data center, avec des situations qu'on a connues, d'OVH notamment en France, qui a vu non pas un data center tomber en panne, mais 2 data centers tomber en panne. C'était en 2017, un à Roubaix, un à Strasbourg, au même moment pour 2 raisons différentes, avec en fait une incapacité d'accéder au site de BFM TV, de la SNCF et de l'Élysée pendant plusieurs jours, plusieurs jours. Ce n'est pas possible. Donc on redonde l'infrastructure pour en fait permettre ces continuités de service. Sauf qu'évidemment, c'est plus de consommation d'électricité. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Et bien en fait, on ne cesse de vouloir rendre plus efficiente le fonctionnement du data center. Donc on va modifier l'architecture du centre de stockage de données, on va séparer les arrivées d'air chaud, les sorties d'air chaud des arrivées d'air froid, de façon à pouvoir optimiser le stockage de la donnée, c'est-à-dire la production d'électricité par rapport au stockage, et faire baisser ce qu'on appelle le PUE, le Power Unit Efficiency. Et donc tout le monde court après cette optimisation. Donc d'un côté, il y a toujours plus de centres de stockage de données. L'ADEME en recense 3 millions dans le monde, les plus petits jusqu'aux plus gros, en même temps, donc il y en a toujours plus en plus, mais du coup, on optimise. Et donc c'est une course de vitesse entre l'optimisation technologique, qui est réelle, et en même temps le fait que pour nos vies connectées, on a besoin de toujours plus de centres de stockage de données. Donc c'est une course de vitesse. Lacène, justement, sur cette schizophrénie entre sécurité et RSE, comment on arrive à trouver le bon équilibre ? Pour moi, l'équilibre vient dans la simplification, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle aujourd'hui qui est un modèle assez hybride, dans lequel on essaie de déporter dans le cloud la complexité qu'on a dans notre modèle classique, on-premise. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont vous configurez ça à la maison, vous voudriez aujourd'hui le configurer dans le cloud. Et c'est tout l'enjeu. Et je pense que c'est une situation actuelle qui est toujours une situation intermédiaire, dans laquelle on pousse les entreprises à aller dans le cloud, mais on ne les amène pas vers un modèle simplifié, puisqu'ils considèrent que finalement, la complexité et leur spécificité est là. C'est tout l'enjeu. Quand on voit la consommation que peut avoir ce qu'on appelle un private cloud avec un public cloud, c'est incomparable. Le public cloud est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Vous pouvez mettre plusieurs clients sur un serveur, et puis finalement, vous optimisez tout ça. Pourquoi ? Parce que vous avez un modèle qui est standard et qui est simplifié. Alors du coup, ça fait les photocopies. Mais c'est exactement la différence entre la haute couture et le modèle industriel. Donc plus on va amener les clients sur un modèle qui est standard, et c'est l'enjeu qu'on a nous, parce qu'on a 50 ans d'expérience, je ne vais pas faire la publicité de SAP, mais on couvre des processus métiers relativement complexes. Si on arrive à rentrer les clients de ce standard-là, en termes de consommation finalement, et de modèle, on va changer la donne. Dernier élément, moi je vois vraiment des optimisations et des choses qui vont amener cette simplification, c'est l'IA. Aujourd'hui, l'IA, quand vous avez un assistant intelligence, l'idée c'est que finalement, on n'aille pas faire des développements spécifiques trop lourds, on n'aille pas aller charger les systèmes, parce que finalement, on a accès à l'information tout de suite,
et que finalement toutes ces couches intermédiaires qui vont être développées vont permettre d'alléger le système. Donc je pense qu'on est dans le début de l'histoire avec effectivement encore ce passif et cette lourdeur, et on va vers quelque chose qui va être quand même beaucoup plus léger. Alors même si, je pense que Guillaume a entièrement raison, hein, les volumes vont augmenter et puis les capacités vont augmenter, mais le fait derrière de décharger cette partie-là par une certaine simplification va nous amener à un premier niveau de réponse. Et puis finalement, comme sur le téléphone, c'est-à-dire que sur 10 000 photos, on a peut-être 2000 qu'on a vraiment envie, sur lesquelles on a vraiment envie de revenir. Guillaume, sur le contexte quand même peut-être géopolitique, on voit que c'est très compliqué en ce moment, mais ça n'a jamais été simple. Quels sont aussi les risques finalement amenés par cette instabilité géopolitique du moment et cette interdépendance? Des risques sur l'infrastructure. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je vous dis qu'entre moi et la Seine, il y a des centres de stockage de données, il y a des câbles sous-marins, il y a 1,3 million de kilomètres de câbles, 1,3 million de kilomètres de câbles, 500 câbles, qui traversent le monde, qui quadrillent le monde à travers les océans. Ils sont posés au fond des mers parce que le coût de la pose du câble au fond des mers est moins élevé, 10 fois moins élevé que si je devais le poser sur un continent en faisant une tranchée de 2 mètres de profondeur. Mais tout cela, c'est concrètement une fragilité. De facto, la conséquence, c'est une fragilité du réseau. Toute relative, je vais y revenir, mais on a eu récemment des situations de câbles sectionnés au large de la Norvège, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien. On a entendu notre ancienne ministre de la Défense, Florence Parly, exprimer ses inquiétudes suite à la présence d'un sous-marin russe, le Yandar, à la verticale de 2 câbles de télécommunications stratégiques entre l'Europe et les États-Unis, et ceci au nord de l'Irlande. Vous savez qu'en mer de Rouge, vous avez des milices yéménites qui commencent à attaquer le trafic maritime, mais dont on craint que potentiellement elles puissent être armées pour pouvoir sectionner des câbles. Or, la mer Rouge est une zone par laquelle passent les câbles, parce que les câbles remontent ensuite vers le canal de Suez pour ensuite arriver à Marseille. Donc il y a une sécurité de l'infrastructure qui doit être prise en compte. Un exemple intéressant. Google doit installer là incessamment sous peu un câble qui s'appelle Blue Raman et qui est un câble en fait qui doit rejoindre l'Australie et l'Europe, mais en contournant l'Égypte, qui est un passage obligé des câbles, parce qu'ils en ont marre de payer un péage à vidéo de chat aux Égyptiens. Donc ils ont dit on contourne l'Égypte et on passe par la Jordanie, Israël et je crois qu'il y a l'Arabie Saoudite qui passe par là. L'Arabie Saoudite et Israël sont connectés. Ça c'est la solution simple, hein, on est d'accord. C'est la solution qui est pas très compliqué, qui évite de payer très cher, qui connecte 2 pays qui ne se parlaient pas, l'Arabie Saoudite et Israël. Et en fait, ce câble racontait le rapprochement, il y a encore 2-3 ans, quand son tracé a été décidé, je crois que c'était il y a 2-3 ans, entre 2 pays qui en fait progressivement normalisent leurs relations diplomatiques. Donc ces câbles racontent à la fois les interactions toujours plus fortes du monde. C'est-à-dire que si Israël et l'Arabie Saoudite sont connectés par un câble qui, in fine, permet d'envoyer sa facture sur Concur, et ben en fait, ça raconte un rapprochement des États et une interdépendance. Et si je coupe le câble, en fait, je coupe la branche sur laquelle je suis assis. Et en même temps, ça dit, si jamais je suis dépendant de demain d'un ennemi, et ben en fait, il a potentiellement un pouvoir de nuisance sur moi. Donc ces câbles sont ambigus. Ils racontent, au même titre que d'autres infrastructures, je n'ai pas parlé des satellites, de l'Internet spatial, et bien en fait, toute cette intrication, cette imbrication des rapports humains, par la grâce de mes likes et de mes factures que je vois sur Concur, et qui œuvrent à la fois à des rapprochements entre États, et puis également à des tensions entre États. Mais voilà, la géopolitique du monde, telle qu'elle est en tension, s'exprime aussi jusque dans la matière, dans le sous-jacent matériel de ma vie numérisée. Alors, la scène, comme si finalement tout cela ne suffisait pas en termes d'utilisation, on parle aussi beaucoup d'IA générative. Comment vous traitez aujourd'hui ce sujet et en rapport avec l'impact carbone que cela peut avoir? L'IA est un élément stratégique aujourd'hui dans la technologie. On intègre de l'IA. On le voit dans le monde de l'entreprise. Les salariés n'ont pas attendu d'avoir le titus de leur patron pour utiliser ChatGPT. Moi-même, j'utilise ChatGPT et on voit effectivement tout l'attrait que ça peut apporter. Donc le fait d'avoir de l'IA aujourd'hui, tout simplement, permet de naviguer dans des systèmes qui sont relativement complexes avec une certaine simplicité. Et c'est tout l'enjeu, en fait. La réalité, c'est que les investissements relativement importants, SAP a annoncé 2 milliards d'investissements sur l'IA. Quand on voit des entreprises effectivement comme OpenAI
qui sont financés par beaucoup d'éditeurs de logiciels, beaucoup d'entreprises. Et puis, on espère qu'Cocorico, une entreprise comme Mistral, qui a aujourd'hui une technologie qui est reconnue et qui a encore eu une levée de fonds il y a encore très peu de temps, on voit que l'IA est au cœur des stratégies des entreprises technologiques. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est la façon dont vous allez pouvoir naviguer dans des systèmes complexes avec toute la simplicité que va vous apporter effectivement un assistant. Et ça va, encore une fois, je parle beaucoup de simplification, mais ça va simplifier les usages et ça va permettre, encore une fois, beaucoup plus de flexibilité et de réactivité. L'objectif que nous, on a, encore une fois, c'est d'amener de la simplicité dans un monde qui est complexe et on compte bien sur l'IA pour pouvoir effectivement nous aider à naviguer dans cette complexité pour que finalement, encore une fois, on soit plus réactif, meilleur et qu'on puisse continuer à innover dans le sens de l'histoire. Avec peut-être la différence par rapport au début du cloud, c'est une prise de conscience depuis sur l'empreinte que cela peut avoir. Oui, c'est une conscience sur l'empreinte que ça peut avoir, mais encore une fois, l'idée, c'est que une entreprise comme la nôtre puisse auditer un petit peu ses systèmes, ses processus, pour pouvoir finalement en dégager de la valeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez améliorer que ce que vous ne voyez. Donc, si on parle de l'empreinte aujourd'hui carbone que peut avoir une entreprise, la vraie question, c'est quelle est la réalité de mon coût carbone ou du voyage de ma data et comment je peux l'évaluer. Et finalement, avoir les bons outils et avoir l'IA qui va vous accompagner pour finalement avoir la visibilité sur la réalité de votre coût carbone et des scénarios pour dire maintenant comment je peux l'optimiser, finalement, vous amenez ces outils-là et cette intelligence-là au service de l'entreprise pour qu'on puisse, encore une fois, s'améliorer et aller dans le bon sens. Donc là, on est dans l'IA au service, en tout cas, du green, comme parfois cela peut aussi arriver. Je l'espère. Guillaume, pour conclure cette table ronde, sans être catastrophique, parce que quand je lis vos livres, mais vous apportez aussi des solutions, mais quand je démarre, chaque fois je me dis que l'avenir n'est pas rose. Mais comment vous voyez le futur, justement, de ces utilisations du cloud? Est-ce que peut-être pour se rassurer, on peut se dire qu'il y aura quand même, comme le dit la scène, une simplification, quelque part il y a quand même une prise de conscience par rapport au début du cloud? Je pense qu'on est très en avance en France sur ces prises de conscience-là. Je reviens des États-Unis, c'est lunaire de parler de la pollution numérique. Déjà qu'ils ne sont pas certains là-bas que le climat se réchauffe, donc si vous leur dites que vos téléphones portables émettent de la donnée qui pollue, on est sur Pluton, quoi. Donc en France, on a quand même l'avantage d'être en avance sur ces sujets-là, d'avoir une perception de ces sujets-là, de même qu'en Allemagne ou en Scandinavie, et ça participe plus généralement d'une prise de conscience globale de cette réalité que tout a un coût. Et moi, mon travail, c'est de raconter cela et peut-être aussi d'interroger des récits, c'est-à-dire le récit selon lequel, parce que les technologies sont zéro carbone, alors elles sont pas polluantes. Si, elles sont quand même polluantes. Et puis parce qu'une technologie n'est pas visible, elle est zéro impact parce qu'elle est numérique, en fait, elle ne génère rien. Si, elle génère quelque chose. Donc mon sujet, c'est de pointer peut-être des angles morts et de raconter, évidemment, derrière les solutions, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre. Il y a plein de solutions qui peuvent être appliquées à son niveau à soi. Moi, Guillaume Pitron, la scène, on peut faire quelque chose, changer le moins possible son téléphone, alléger son téléphone de toutes sortes d'obésiciels non nécessaires. Et puis il y a des choses à faire au niveau organisationnel, ça a été évoqué, mais évidemment, et sous réserve de toutes les problématiques de sécurité, avoir un téléphone et plutôt que 2 téléphones personnels professionnels, mais également bien choisir son fournisseur de cloud, ce sont des solutions. Puis après, il y a des solutions au niveau même politique et que j'évoque également. Peut-être que je résumerai en disant, et c'est la phrase d'exergue du livre, c'est une phrase de Stephen Hawking qui dit finalement l'avenir, parce que vous me posez la question de c'est quoi l'avenir, je ne sais pas ce que c'est que l'avenir, mais Stephen Hawking dit cette très belle phrase, il dit l'avenir c'est une course de vitesse entre la puissance toujours accrue de nos technologies et la sagesse avec laquelle on sera capable de les utiliser. La scène de votre côté, comment... C'est vrai que c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la citation arriver. Je voulais pas tuer le match, mais je vous demande quand même de nous dire comment vous voyez cet avenir. Notamment, on a parlé de la transformation de SAP, du fonctionnement vraiment d'entreprises comme SAP. Comment vous voyez demain le fonctionnement de fournisseurs comme vous sur ce juste milieu finalement entre l'utilisation toujours croissante et le respect de l'environnement? Je pense que Guillaume a raison, c'est-à-dire que
on a une prise de conscience, en tout cas sur le continent européen ou en France, qui est assez réaliste sur les choses. Et puis on est poussé par cette génération Greta, hein, que Guillaume appelle, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que finalement, cette notion d'attractivité pour pouvoir finalement avoir ces toutes jeunes matières grises qui vont venir créer les innovations de demain, nous oblige finalement à montrer un chemin sur lequel on va motiver ces gens-là. Et sinon, c'est la fin de l'entreprise. En tout cas, c'est la fin de la nôtre. Donc notre enjeu à nous, c'est finalement d'attirer ces nouveaux talents. Et le fait d'attirer ces nouveaux talents nous oblige quelque part à prendre conscience de ce qui est important pour eux. Et c'est un sujet relativement important pour cette génération-là, pour que finalement on leur donne les clés afin de trouver des solutions et s'améliorer et aller dans ce sens-là. C'est encore une fois la seule et unique chose qu'une entreprise peut faire pour pouvoir finalement continuer à vivre dans le temps. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, Lassène Binoumar et Guillaume Pitron, pour cette table ronde très riche. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. Et donc, je rappelle, Guillaume Pitron, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. Si toutefois vous ne l'avez pas lu, ce qui est rarement le cas au sein du réseau Agora Manager, mais si c'est encore le cas, vous pouvez encore vous rattraper. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour notre dîner VIP. Au revoir.